Salut chers étudiants et bienvenue dans ce cours de méthode numérique destiné aux étudiants de licence de physique ou de mathématiques pures ou encore de troisième année cycle d'ingénieur. Parce qu'il faut voir que c'est vrai, les méthodes numériques ne sont pas utilisées seulement pour les ingénieurs ou pour les physiciens ou pour les mathématiciens, même pour les économistes, aussi bien que pour les biologistes. En fait, on doit se rappeler très bien que, en réalité, les problèmes de la physique, les problèmes de modélisation conduisent toujours aux méthodes numériques parce que lorsqu'on a un problème, par exemple, je prends un exemple simple, on a un problème de physique, puisque nous sommes ici beaucoup plus avec les physiciens, nous avons un problème de physique qui aboutit à une modélisation mathématique. Lorsqu'on a la modélisation, il faut maintenant résoudre, il faut essayer de trouver des solutions. À ce moment, on doit faire intervenir l'ordinateur. Et si nous devons faire intervenir l'ordinateur, il faut pouvoir communiquer avec celui-ci. Il faut pouvoir lui dire comment est-ce qu'il va faire pour résoudre le problème, parce qu'il n'est pas nous. Et puis, il faudrait qu'il résolve le problème en un nombre d'étapes finies, de façon efficiente. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on va développer des méthodes pour résoudre des problèmes bien précis. Vous voyez un peu, et ça c'est au cœur de la science. La modélisation c'est quelque chose de très fondamental. Alors dans le cadre de ce cours, nous allons essentiellement voir 5 chapitres compte tenu du temps qui nous est imparti. Dans le premier chapitre, nous allons étudier, nous allons apprendre à résoudre avec un ordinateur les systèmes d'équations linéaires, ce qu'on a vu au lycée en fait, c'est-à-dire le genre, vous avez peut-être 2x plus 3y égale à 4, moins x plus 16y égale à 2. Voilà un système d'équations linéaires, deux équations à deux inconnues. Alors l'idée c'est comment faire pour que la machine vous donne la solution de façon automatique et systématique en gardant toute l'efficience. C'est la question qui se pose. Je prends un exemple simple, ça peut être un système de n équations à n inconnues de façon beaucoup plus générale. En ce moment, il faut bien sûr se rappeler de l'algèbre, les conditions d'existence de solutions, les conditions d'unicité de solutions en fonction du système, et tout et tout. Donc, ce sera très intéressant. Et à ce moment, on va développer toutes les méthodes qui existent là-dedans. Je ne vais pas rentrer parce que au moment où on va faire ce chapitre, je vais revenir dans les détails des méthodes qui seront vues à ce moment. Une fois qu'on aura vu ceci, on sera capable de résoudre des systèmes d'équations linéaires. Il faut dire quand même avant de passer que pour plusieurs problèmes aboutissent à des systèmes d'équations linéaires. Par exemple, l'électricité, quand vous faites les lois des mailles, vous avez un circuit à plusieurs mailles. Vous voyez, quand vous lancez la loi des mailles, ça vous donne des équations, avec des inconnus. À la fin, vous aboutissez à un système d'équations. Peut-être vous cherchez les courants, vous aboutissez à un système d'équations où les inconnus sont les courants. Et pour trouver le courant dans les circuits, vous êtes appelé à résoudre le système d'équations linéaires. Bien sûr, quand on dit linéaire, ça veut dire que c'est une équation de la forme somme de AI, ici, voilà, égale à BI. Voilà, où les AI sont les coefficients et ici les inconnus. Voilà, ça c'est une équation, ça c'est, je peux dire pour tout i. Pourquoi je veux dire pour tout i? Bon, si je dis IJ, si vous voulez, voilà. Quand on va prendre IJ, bon, x et IJ, bon, on parle aussi ici, c'est pas grave. Donc ici on a une équation. On a une équation linéaire à peut-être n inconnu. Voilà, c'est l'exemple. Là, c'est des exemples particuliers de ce que je vais faire. Voilà, bon, il y a beaucoup de problèmes qui vont aboutir à ce genre de système, donc c'est vraiment très important. J'ai pris un seul exemple parmi tant d'autres. Voilà. Alors, une fois qu'on va faire ça, on va attaquer maintenant un autre problème beaucoup plus complexe, des équations non linéaires et des systèmes d'équations non linéaires. Voyez un peu. C'est vrai que vous allez me poser la question, pourquoi ici on n'a pas parlé d'équations linéaires, on a attaqué directement les systèmes d'équations. Parce que les équations linéaires, en principe, les solutions sont triviales. Surtout quand on peut les résoudre facilement, on n'a pas besoin de développer des méthodes là, c'est un peu quand c'est une équation linéaire. Encore plus grave si c'est une équation linéaire du premier ordre, une seule inconnue, la solution est évidente.
En fonction, on peut discuter. Hein. Bon, on peut toujours résoudre, mais c'est élémentaire pour nous. C'est-à-dire ici, vous avez l'équation ax plus b égale à 0 pour avoir une inconnue de façon unique. Si c'est une seule inconnue, il faut aussi qu'il y ait une équation. Donc là, on discute sur A. Comme on l'a vu, on peut aussi demander à l'auditeur de faire ça, mais non pas revenir faire des choses du lycée ici. C'est extrêmement élémentaire, mais on peut toujours le faire. Hein. C'est-à-dire selon que A soit nul. Si A est nul, vous voyez si A est nul, et si A est nul, et B est différent de 0, on dit qu'il n'y a pas de solution. Hein, parce que là, A nul, B différent de 0, c'est impossible, il n'y a pas de solution, donc la solution est vide. Par contre, si A est nul, et B est nul aussi, là, il y a une infinité de solutions qui marchent, c'est clair. Donc S égale, ça dépend de l'espace dans lequel on cherche une solution. Si c'est dans R, R c'est égal à R. Si c'est dans C, c'est Rn, c'est Rn. Voilà, donc c'est l'espace dans lequel on cherche les solutions. Ça peut être des vecteurs, et ainsi de suite. Maintenant, si on prend le cas où A est non nul, dès que A est non nul, c'est fini. On a X qui est égal à moins B sur A. Donc la solution est unique, et c'est tout. Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse beaucoup. Alors, maintenant, quand on revient au chapitre 2, où nous avons les équations et les systèmes d'équations non linéaires. Je vais commencer par présenter les équations non linéaires. Vous avez par exemple une équation du genre x carré plus 3x égale à log de x. Vous voyez, voilà une équation non linéaire qui est même pratiquement transcendante. Donc vous pouvez pas résoudre facilement avec les discriminants ou avec les factorisations qu'on a vues. Mais on peut avoir les méthodes graphiques, on peut tracer les deux courbes aussi et chercher le point d'intersection. Mais l'ordinateur ne va pas tracer les courbes, vous voyez un peu. Alors il faut développer les méthodes numériques pour pouvoir retrouver les solutions de ce genre d'équation. Donc c'est une équation non linéaire à cause du logarithme qui n'est pas linéaire. Vous voyez un peu. Donc c'est à cause du logarithme et même de x carré. Puis ça c'est un terme non linéaire, un terme non linéaire. Vous voyez, donc c'est des exemples, il y a une infinité d'exemples sur ce genre. Donc plus grave, on va faire les cas où nous avons peut-être un système d'équations non linéaires maintenant. Je peux avoir x carré y, peut-être moins y carré, égal à, je sais pas, peut-être fois, et puis y cube plus x exponentielle y égal à log de x. Bon, bien sûr, sur des conditions bien précises, ça veut dire que x doit être naturellement certainement positif pour que le logarithme puisse exister, sinon ça ne marche pas. Alors, vous voyez bien ici que là, vous avez un système de deux équations à deux inconnues, mais deux équations non linéaires. Vous voyez que faire? Ici, jusqu'à notre niveau, même au lycée, on n'a pas appris à faire ça. Voyez, donc, ici, en méthode numérique, on doit être capable de résoudre tel problème au chapitre 2. Voilà, donc, quand on sortira au chapitre 2, l'étudiant devra être capable de répondre à ce genre de questions élémentaires. Une fois ce chapitre terminé, nous avons un chapitre très important, le chapitre 3 qui va porter sur l'approximation et l'interpolation. Ça c'est beaucoup plus important aussi en méthode numérique où parfois on veut approcher une fonction à une autre, c'est-à-dire pour faire certains calculs, pour simplifier les calculs, par exemple l'intégration. Vous voyez, vous voulez peut-être intégrer entre A et B. On va calculer la zone ci, on se rend compte que la courbe ci n'est pas connue peut-être, mais c'est compliqué. On peut l'approximer par une droite qui n'est pas trop loin, on laisse l'erreur. C'est une approximation, vous voyez un peu, qu'on peut faire. Et bien sûr, il y a une différence entre une approximation et une interpolation. Vous voyez un peu. On va le voir et on va essayer d'apporter des éclairages là-dessus. Parce que quand on va faire ça, ça va nous permettre d'approximer une courbe par une autre courbe ou par une fonction beaucoup plus simple. Et on va bien sûr converger vers ce qu'on va appeler les splines. Les anglo-saxons vont appeler ça spline. Spline, c'est une sorte de lissage. Lisser une fonction, la rendre beaucoup plus jolie. Et donc, une façon d'arrondir les bords. Et ça donne des fonctions beaucoup plus élégantes. Voilà, ce sera ce qui sera fait au chapitre 3. Et il faut dire qu'il va beaucoup nous intéresser. Hein. Avec ça, ça va nous permettre de facilement calculer certaines intégrations. Déjà, on peut facilement calculer les intégrales.
même les dérivés, puisque si je peux approximer une fonction par une fonction facilement dérivable, je gagne un temps. Et ça devient intéressant. À la fin, on va donc voir au chapitre suivant, c'est-à-dire l'intégration numérique proprement dite. On va apprendre à intégrer, tout simplement, c'est-à-dire à calculer l'intégrale de f de x, dx, x allant de a à b. Bien sûr, avec f qui est... Il faut qu'elle soit intégrable. Hein. Alors, on va faire ça. Bon, si f est continue, ça suffit. Bon. De toute façon, il faut que f soit intégrable, c'est-à-dire f appartient à L1 de Rn. Ici, x appartient à Rn. X appartient à Rn. Voilà, AB aussi appartient à Rn. Ça veut dire que cette intégration, c'est une intégrale multiple, on va proprement parler. Bon, dans un premier temps, on va commencer avec l'intégrale simple. On va voir comment calculer l'intégrale simple en développant toutes les méthodes les plus efficientes avec leur précision. On va essayer de certainement définir des erreurs que chacune des méthodes pourrait nous donner. Puis on va passer en dimension supérieure. Bon, ce que je ne suis pas certain avec le temps, est-ce qu'on fera les intégrales de Gauss? Je crois qu'il serait bon temps pour nous et très intéressant de le faire. Comme ça, en master, on passera à autre chose, on parlera de l'intégration. Donc ici, on va essayer de couvrir au maximum la notion d'intégration, même avec des bornes qui sont finies ou infinies. On va voir, par exemple, quand vous avez une intégrale impropre, ça peut être bon, une intégrale impropre. Comment est-ce qu'on va faire? Impropre peut-être par les bornes. Je peux avoir ceci. Voilà comment je vais calculer ça. Si A égale à plus infini, donc si A égale à moins infini et B égale à plus infini, ou bien A égale à moins infini et B non nul, différent de l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, quand ça se passe comment? Donc on va couvrir un peu tout ça et on va terminer dans notre programme avec les différenciations numériques au chapitre 5. La différenciation numérique est très importante. Bon, ici, on apprend à calculer les dérivés dans le supérieur. Donc dans les dérivés, ça va nous renseigner dans le gradient. Vous avez vu ce que c'est que le gradient, c'est-à-dire c'est une matrice de dérivés. Et le sien, qui est une matrice de dérivés secondes. Ce sont là les dérivés les plus importantes pour nous à avoir parce qu'elles sont aussi très importantes, surtout en optimisation. Donc, vous allez revoir ça en master 1, quand vous allez faire la théorie de l'optimisation, peut-être locale ou globale. Quand vous l'optimisez, c'est chercher des points critiques. La recherche des points critiques voudrait que vous annulez le gradient. Et si vous voulez annuler le gradient, il faut déjà savoir calculer ce gradient. Il faudra que votre programme soit à mesure de déterminer le gradient. Une fois que vous l'avez, maintenant il faut savoir mon point critique. Est-il un maximum? Est-il un minimum? Est-il un point sel? Et ainsi de suite. Ça, vous avez besoin de la matrice ici pour voir si comment sont ces valeurs propres. Vous voyez un peu, parce que la matrice ici, par définition, elle est définie positive. Hein. Bon, ce qui est important, elle est symétrique. Oui. Elle est symétrique. Dit qu'elle est définie positive. Je ne suis pas. Non. Elle est symétrique par définition. On va le démontrer éventuellement. C'est pas compliqué. Elle est symétrique. Et donc diagonalisable. Puisqu'elle est diagonalisable, on aura dans les valeurs propres. Et il suffira de voir le signe des valeurs propres pour savoir si c'est un point sel ou un point un minimum ou un maximum. Donc voilà par exemple un exemple d'application, un exemple d'intérêt d'avoir une différenciation numérique. Ce sera donc ça, ce qui sera vu dans cette unité d'enseignement. Alors, maintenant que nous avons présenté le programme, je pense que nous pouvons commencer avec le chapitre premier. C'est vrai que j'ai oublié de me présenter, hein. Je suis le professeur Fifen Jean-Jules. Voilà, et je suis titulaire d'un doctorat PhD de physique fondamentale. Et je fais aussi des études de mathématiques. Donc, j'avance un peu. Très bien. Alors, on va commencer avec le chapitre premier.
Chapitre 1, système d'équations linéaires. Système d'équations linéaires. Nous allons suivre le support de cours numérique PDF que je vous ai remis. C'est-à-dire, je vous ai remis mon manuscrit. Ça va permettre certainement d'aller un peu plus vite. Bon, même pas trop vite. Donc, ça va vous permettre de suivre le note de cours dans ce que je vais parler. Voilà. Vous savez très bien que je ne sais pas lire mon cours. Donc vous allez souffler que ce soit un peu lent parce qu'on va réfléchir ensemble. Alors, la première chose c'est que nous allons vous présenter ce qu'on entend par un système d'équations linéaires à n équations et m inconnus. Donc on va prendre une équation et m équation. Prenons m équation pour que ce soit convenable avec ce que vous avez comme note. M équation et n inconnus. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système du genre, vous avez, je vais simplifier ça comment? Tac, tac. Bon, ce sont le don de A, IJ égale à BJ. Avec J, qu'est-ce que je fabrique là? Égale à BI. Égale à BI avec J qui va de 1. Bon, puisqu'on est en train de dire ici, ça c'est les lignes, avec I. I, c'est le nom de ligne, donc le nom d'inconnu. Donc il y a M, donc ça veut dire que I est dans 1N. Donc si vous voulez, vous pouvez écrire ça comme ça. I va de 1 à N. Voilà. Et J va de 1 à M, c'est l'indice de colonne. Donc, l'indice de colonne va indiquer, non, attention, il y a M équation. S'il y a M équation, ça veut dire qu'il y a M ligne. Donc, c'est plutôt M là, et M ici. Ici, il y a N inconnu, donc il y a N colonne. Très bien. Voilà à quoi ça renvoie. De façon simple. On peut écrire ça matriciellement, ça veut dire que vous avez une matrice là, A11, A12, A1. Il y a combien d'inconnus? Il y a N inconnu, N, voilà, A de 1, A de 2, A de N. Et là, on a, il y a combien d'équations M? Donc AM1, AM2, AMN. Voilà, voilà. Et là, vous avez vos inconnus X1, X2, Xn. Ce qui est égal à... Il y a combien d'inconnus? Il y a... attention, il faut faire attention ici. On a dit qu'il y avait N inconnus. Il y a N inconnus. Donc il y a une erreur sur les indices. De toute façon, on va revenir à ranger, c'est pas un souci. Bn. Voilà, donc c'était comme au début, c'était I va de 1. Oui, puisqu'il y a N inconnu, il fallait faire attention. C'est comme au début, oui, c'est bon. C'est plutôt la sommation qui va aller. Attention, qu'est-ce que je fabrique là? Bon, c'est vrai que ici, ce sera un peu difficile parce que j'ai envie d'écrire. Non, non, mais pourquoi? AM. Il y a. Oui, il y a M ligne là. Il y a M ligne. Oui, ça ne marche pas, donc c'est... IJ. Il y a M ligne, hein. Oui. Non, c'est bon, c'est M. Excusez-moi. Ça ressemble à du ping-pong. C'était pas faux, c'était très bien fait. Donc, on pouvait bien aussi voir ceci là. Voilà, donc voici un système linéaire versif. On peut préciser les éléments, hein, AIJ.
les A et J sont les coefficients dans C. A et J dans C. A et J dans C, c'est-à-dire que la matrice là est une matrice de C, M croix N, c'est-à-dire c'est un élément de C, M croix CN. Voilà, on peut faire comme ça. Et les IJ aussi sont dans C, les BI dans C de façon générale. Bon, mais dans la plupart des cas de physique, les coefficients sont dans R. Vous voyez un peu. Voilà. Bon, cependant, nous allons traiter le cas le plus élémentaire, c'est-à-dire le cas des matrices carrées, où le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations, c'est-à-dire le cas où M égale à N. Alors, quand nous avons cette situation, vous voyez bien que résoudre cette équation est l'équivalent de AX égale à B, grand B, petit b. Voilà, AX égale à B, où A est la matrice, A et J, avec I de 1 à N, et J aussi de 1 à N. Voilà, voilà A, et X c'est la matrice colonne X1, Xn, et B est aussi la matrice colonne B1, Bn. Voilà. Alors, donc résoudre ce système d'équations linéaires revient à résoudre ce système algébrique. AX égale à B. Bon, on sait très bien que ce système, on peut discuter les solutions, hein, c'est un peu comme ce qu'on a vu au lycée. C'est un peu de la même façon. On peut voir ça presque pareil, c'est-à-dire, mais on va aller directement vers le cas de solution. Donc cette équation admet une solution unique, si et seulement si A est inversible. Oui, ça peut se comprendre, A est inversible, parce que on peut aussi voir ça comment. On peut voir que, comme c'est algèbre, AX, si F, puisque nous sommes avec des matrices carrées, sachant que la matrice est la représentation d'une application linéaire, et ici, puisque nos applications linéaires devraient partir de EVF, puisque nous avons des matrices carrées, ça veut dire que l'ensemble des pas et l'ensemble des sont confondus, donc c'est EVE, donc ce sont les endomorphismes maintenant. Alors, nous savons ici que la matrice carrée est la représentation d'un endomorphisme. Alors, AX égale à B revient à faire F de X égale à B, où F est un endomorphisme. On cherche la solution. Alors, la solution est unique lorsque F est inversible. Si F est inversible, on compose par l'inverse. On a F rend F de X égale à F moins 1 de B. Ça fait X égale à F moins 1 de B. La solution est unique, il n'y en a pas deux. De la même façon ici, on a donc X égale à moins 1 B. Donc, la solution c'est A moins 1 B lorsque A est inversible. Donc, pour résoudre ce genre de choses, pour être certain d'avoir une solution, il faut commencer par vérifier A. Est-ce que A est inversible? Parce que si A est inversible, vous êtes sûr que vous avez une solution unique. C'est les cas qui nous intéressent, parce qu'on ne va pas regarder les cas où la solution n'est pas unique. Alors, mais dire que A admet une solution unique revient, c'est-à-dire, j'ai dit ceci, je vais quand même écrire ça, c'est dans le dos de cours, mais je vais écrire que, appelons ça équation, peut-être si vous voulez 2, parce que là c'était 1, c'est équivalent, hein, il n'y a pas de différence. 2 admet une solution unique, si et seulement si A est inversible. Si on peut inverser la matrice A. C'est vrai que quand on dit que c'est inversible, comment tester? On calcule le déterminant. C'est vrai que le déterminant de A est non nul. Tout simplement. Bon, ça veut aussi dire que A est inversible revient à dire que le rang de A est égal à N. On peut prouver. Pourquoi est-ce que le rang de A est égal à N? Rappelez-vous que lorsque vous avez une application linéaire de EVF, c'est ça. Non, lorsque vous avez un endomorphisme, vous avez dimension de E, un endomorphisme, c'est-à-dire que une application linéaire F de E, VE,
vous savez que la dimension de E est égale à... bon, ça peut se voir parce qu'on peut décomposer hein, en fonction, on sait que on peut décomposer E, le sous-espace E, comme im de F plus quart de F. Ça, c'est ça, c'est une condition fondamentale de l'algèbre. Donc, ça veut dire que c'est somme directe. Ça veut dire que dimension de E, c'est en somme directe. Ça veut dire que, comme c'est en somme directe, l'intersection de im de F et le noyau de F est vide. Donc, la dimension de E est égale à la dimension de im de F plus la dimension du quart de F. Voilà. Ça, on a cela. Ok. Bon, on n'a pas besoin d'aller même trop loin comme ça. Hein. Ça veut dire que n égale. N'oubliez pas ça. Ça veut dire que n égale à le rang de F. Bien sûr, le rang de F, c'est le rang de A, où A est la matrice représentative de F. N'oublions pas que la matrice représente toujours une épreuve linéaire dans une base donnée. Voilà, plus la dimension du quart de F. Très bien. Or, nous avons affaire à A qui est inversible. Ça veut dire que F est quoi? F est une bijection. Si c'est inversible, ça veut dire que l'endomorphisme est bijectif. Si l'endomorphisme est bijectif, ça veut dire qu'il est injectif. Comme il est injectif, son noyau se réduit au vecteur nul. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on a une injection, on peut bien démontrer que le noyau se réduit au vecteur nul. On ne peut pas faire toutes ces preuves. Ce sont les résultats du niveau 1. Sinon, on va finir. Alors, ça veut dire que la dimension du noyau de cet endomorphisme est égale à 0. Tout ça, par définition, puisque la dimension du vecteur nul, de singleton vecteur nul, c'est 0 par convention. Ce qui veut dire que n est égal au rang de F. Voilà, on a donc établi cela. On vient de montrer que ça peut même se voir autrement. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'écoles pour comprendre ça. On peut voir ça autrement. On peut voir du fait que vous avez une application linéaire de E dans E, voilà, qui renvoie les éléments comme ceci, puisque c'est une bijection. Comme c'est une bijection, c'est une injection. On n'oublie pas que l'image de F, quand c'est une application linéaire, est toujours inclue dans l'ensemble de départ F, qui est E ici. Mais comme c'est une bijection, l'image de F est nécessairement égale, on sait ça. Quand c'est une bijection, puisque quand c'est bijectif, c'est surjectif. Si c'est surjectif, ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent dans l'ensemble d'arrivée de départ. Tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. D'où l'image de F, c'est tout E, tout simplement. C'est tout E, c'est ça une surjection. Donc la surjection équivaut à image de F égale à E. Voilà, c'est bel et bien tout E. Et comme l'image de F est égale à E, ça veut dire que le rang de F c'est N. Parce que le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de l'image de cette application linéaire. Donc le rang de F, c'est la dimension de im de F, qui est donc la dimension de E égale à N. Voilà une façon de regarder ça. Donc c'est bien trivial. Et maintenant, la dernière chose qu'on peut aussi voir avec ce résultat, c'est que, je considère l'heure, hein, j'ai encore une minute. La dernière chose qu'on peut voir avec cette possibilité de solution unique, c'est aussi, ça équivaut à dire que l'équation AIC égale à 0 équivaut à une solution unique x égale à 0. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que si on résout x égale à 0, on trouve x égale à 0. L'autre sens est trivial. On n'a pas besoin de le vérifier. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Parce que si x égale à 0, ax égale à 0, ax est nécessairement égal à 0. Mais ax égale à 0 n'entraîne pas forcément x égale à 0. Vous voyez un peu. Pour que ça le fasse, il faudrait qu'on ait une injection. Et comme on est dans un... comme on a fait un endomorphisme, tout endomorphisme qui est injectif est nécessairement bijectif, puisque l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc ça peut se voir, parce que f de x égale à 0, entre x égale à 0, puisque c'est un endomorphisme, on peut voir ça autrement. Hein.